Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler alimentation intuitive. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, dont je trouve on parle assez peu. Peut-être d'ailleurs que c'est un terme que vous ne connaissez pas. Alors bon, alimentation intuitive, vous pouvez réussir justement de façon intuitive à deviner de quoi il s'agit, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément très très clair pour vous. En tout cas, moi je trouve que c'est un concept finalement dont on parle assez peu, et c'est bien dommage parce qu'en fait ça devrait vraiment être au cœur de votre quête, en tout cas de perte de poids, ou en tout cas de la manière dont vous vous alimentez. Et je pense que revoir justement son alimentation, son rapport à la nourriture en lien avec les principes de l'alimentation intuitive, ça peut vraiment vous aider à faire décoller votre perte de poids. Même si, bon, c'est pas forcément le but premier de l'alimentation intuitive, mais aujourd'hui, évidemment, on parle de minceur puisque vous êtes là pour ça. Donc, 3 grandes parties. La première va être la plus longue, ça va être les principes de l'alimentation intuitive, justement, bien vous expliquer de quoi il s'agit, tout simplement, à quoi ça sert. Ensuite, on parlera des défis, parce qu'évidemment, quand je vais vous lister les grands principes, il y a certainement beaucoup d'objections qui vont vous venir en tête, où vous allez vous dire oui mais ça, oui mais moi, oui mais je ne vais pas pouvoir. Donc on va parler justement de ces objections, de ces défis. Et puis en troisième partie, parce que le podcast est là aussi pour ça, on va parler de l'hypnose et de comment justement l'hypnose peut vous aider, vous accompagner à mettre en place ces grands principes de l'alimentation intuitive. Donc, on a 10 grands principes de l'alimentation intuitive. Alors c'est parti, on s'accroche. Mais vous allez voir, ça va être simple et fun, je l'espère en tout cas. Donc, première chose, et ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est vraiment rejeter cette idée de régime. Voilà. Le mot régime, de base, il n'est pas bon. Il implique des privations, il implique aussi que ce soit temporaire. Or, et on en reparlera encore vendredi, le meilleur moyen de perdre du poids, de mincir, d'avoir le corps qu'on souhaite, c'est d'intégrer des principes de vie sain. Je ne vais même pas parler d'alimentation, mais vraiment de vie saine dans son quotidien, dans sa vie, et des choses qu'on va pouvoir garder et faire durer jusqu'à ses 80 ans. Et au-delà de ça, dans l'alimentation intuitive, il y a vraiment cette notion de il faut arrêter cette idée qu'il y a des bons aliments et des mauvais aliments. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et dans vos discours, j'ai fait un écart, j'aurais pas dû manger ça, voilà, une pizza c'est mauvais, une salade c'est bien. Et en fait, tout ça, c'est faux déjà, parce que parfois, et on l'a vu notamment au McDo, il y a des salades qui sont tout aussi caloriques qu'un Big Mac. Donc finalement, vous avez l'impression parfois de manger sain et en fait, vous ne mangez pas sain. Moi, je l'ai vu là récemment, je m'étais fait une commande de plats à cuisiner soi-même, mais dont on vous livre les ingrédients et en fait, ils vous donnent le nombre de calories. Et ce qui est assez marrant, c'est que le plat, donc j'avais 5 plats, le plat le plus calorique de la box, c'était la salade. Ce qui paraît quand même assez fou, quoi. Parce qu'on se dit, je vais manger une salade, je vais faire les choses bien et tout. J'avais des plats cuisinés, chauds, qui avaient l'air beaucoup plus complets, en tout cas beaucoup plus rassasiants, et qui avaient finalement beaucoup moins de calories que la salade qui, si j'avais cuisiné comme il le préconisait avec tous les ingrédients, elle était à 1000 calories. Ce qui est quand même assez énorme. Donc, voilà. Bien souvent, en plus, vous vous faites des fausses idées, c'est-à-dire que la pizza c'est mauvais ou le burger c'est mauvais, la salade c'est bien, mais en fait la salade, si vous l'arrosez de sauce ou si vous mettez plein d'aliments gras, type des avocats, etc. dedans, ça va très vite grimper, alors que finalement, un plat de pâtes cuisiné avec des aliments sains, ça peut être finalement moins calorique. Donc voilà, première chose déjà, si à la limite vous devez retenir qu'une seule chose, ce serait ça, c'est voilà, il faut arrêter de catégoriser les aliments. Il n'y a pas de mauvais ou de bons aliments, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est négatif ou quelque chose qui est positif. Des protéines animales, des protéines végétales, les deux sont bien. Les féculents, c'est pas mauvais. Le pain, c'est pas mauvais. C'est après les associations d'aliments que vous allez faire, et c'est évidemment le volume et la quantité que vous allez en manger
qui va avoir un impact sur votre poids, mais ce n'est pas parce que vous allez prendre une part de gâteau ou un morceau de chocolat après le repas que tout de suite vous avez flingué votre régime. Donc ça, il faut vraiment arrêter avec cette mentalité-là. Et évidemment, arrêter avec ce côté yo-yo des régimes de allez, je me motive, je me fais une semaine de soupe aux choux, et puis évidemment, la semaine d'après, vous allez craquer, vous allez vous faire le McDo, le machin, parce que effectivement, vous serez privé, et donc forcément derrière votre corps et votre cerveau vont avoir besoin de compenser. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment d'honorer sa faim. Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, et c'est souvent ça un peu le cœur du problème, c'est que finalement, vous n'arrivez plus, vous ne savez plus reconnaître les signaux physiques de la faim, qui sont parfois confondus avec la soif, qui sont parfois confondus avec simplement l'envie de manger, la gourmandise, l'ennui, voilà, plein de choses qui font que parfois vous mangez, non pas parce que vous avez faim, parce que votre corps réclame de la nourriture, mais pour plein d'autres raisons. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire, c'est de réussir à reconnaître quels sont les vrais signaux de satiété, quand est-ce que j'ai faim. De la même façon, il y a quelque chose qui nous porte, je trouve, préjudice, et ça depuis l'enfance, c'est que finalement, on nous demande de manger à heure fixe. Le matin, c'est je me lève avant d'aller au travail. Si je ne veux pas avoir faim à 10 ou 11 heures, il faut que je prenne un petit déj. Mais parfois, on n'a pas faim le matin en se levant. De la même manière, manger entre midi et 2, si vous avez un travail, on va dire, classique, normalement, vous avez une pause déj entre 12 et 14 heures. Mais voilà, peut-être que, en fait, vous, ce qui vous conviendrait le mieux, c'est de manger que vers 10-11 heures et puis remanger après à 15-16 heures. Et donc, voilà, parfois, on se force en fait à manger à des moments où on n'a pas faim. Ou alors on anticipe de manger, par exemple, entre 8 et 9 parce qu'on sait qu'on ne pourra pas manger avant 13 heures. Et donc, si je ne veux pas avoir faim entre 9 et 13 heures, il faut que je mange un truc à 8 heures. Finalement, vous n'aurez peut-être pas mangé habituellement. Et on le voit d'ailleurs parfois quand on est en vacances ou quand vous êtes en week-end, bien souvent, vous avez des horaires de repas qui glissent ou qui varient par rapport à ce que vous avez dans la semaine quand vous êtes contraint de manger. Et donc ça, c'est vrai que ce n'est pas très favorable à l'alimentation intuitive. C'est que bien souvent, en tout cas dans nos vies actives et personnelles, on a parfois ces contraintes horaires, ces contraintes de timing qui font qu'on se retrouve à manger à des moments où on n'aurait pas forcément mangé habituellement. Donc en tout cas, au maximum, c'est essayer vraiment de manger déjà uniquement quand vous avez faim. Donc aux horaires qui vous conviennent, même si ce n'est peut-être pas les horaires standards. Et puis, c'est évidemment ne pas manger juste parce que vous vous ennuyez, etc. Donc, il y a des choses, notamment parfois quand on a faim, un bon conseil, c'est déjà de boire un verre d'eau. Parce que parfois, le corps confond la faim et la soif. Et c'est vrai que parfois, on se rend compte que finalement, alors ça peut être un verre d'eau, ça peut être une tisane aussi, si c'est mieux pour vous. En tout cas, pas une boisson sucrée, évidemment, parce que sinon, le sucre, ça va faire monter votre glycémie et ça va vous déclencher une demi-heure ou une heure après une vraie faim, pour le coup. Donc voilà, il faut pas boire en tout cas quelque chose de sucré, mais ça peut être de l'eau, ça peut être une tisane. En tout cas, quelque chose qui soit hydratant. Et donc, parfois, ça passe. En fait, l'envie de manger, elle passe. Si l'envie de manger ne passe toujours pas et que vous ressentez une vraie faim, alors il faut manger. Et c'est là où, encore une fois, on est bien d'accord que le monde du travail ne nous le permet pas forcément, mais si ça se trouve, vous avez vraiment très faim à 11 heures. Et donc, idéalement, il faudrait que vous puissiez manger votre vrai repas à 11 heures. Voilà. Bon, encore une fois, on est bien d'accord que ce n'est pas toujours évident dans nos vies actives de mettre en place ces principes-là, mais en tout cas, s'entraîner déjà à reconnaître sa faim et à essayer vraiment de manger uniquement quand on a faim et pas quand c'est l'heure ou qu'on doit manger, etc., c'est déjà pas mal. Faire la paix avec la nourriture. Bien souvent, c'est un peu ce qu'on disait en premier point, il y a les bons aliments, il y a les mauvais aliments, mais au-delà de ça, il y a souvent des restrictions alimentaires que vous êtes auto-imposées avec le temps. Vous vous êtes interdit certains aliments, vous vous êtes interdit parfois certaines associations d'aliments, où vous pouvez avoir des règles aussi parfois comme ça je le mange que le matin ou ça c'est que le soir. Et en fait, souvent vous vous piégez vous-même.
en vous obligeant à faire des choses parfois de façon totalement arbitraire, ou parce que vous avez lu qu'il y avait telle règle, il fallait faire ceci, ou je sais pas, boire un verre d'eau tiède avec du citron le matin parce que c'est hyper bon pour vous, etc. Enfin, il y a parfois des règles et j'aimerais bien que vous réfléchissiez 5 minutes à, on en a tous, des façons de manger ou des règles ou des trucs auto-imposés qu'on a qui n'ont parfois aucun fondement, mais qu'on fait quand même. Et en fait, voilà, encore une fois, ça vient créer une relation qui est néfaste avec la nourriture. C'est un peu comme si c'était un ennemi, alors que non, la nourriture, c'est pas un ennemi, c'est vital, tout simplement. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Donc, il faut manger, il faut nourrir votre corps. Après, il vous appartient à vous de décider comment vous nourrissez votre corps, quelle est finalement l'essence que vous mettez dans votre machine. Mais voilà, vous avez besoin de carburant. Donc, il ne faut pas diaboliser la nourriture. Et idéalement, arriver à un moment à être dans un état d'esprit avec la nourriture où typiquement vous pouvez, moi là je suis en train de regarder, là, je suis sur mon canapé, sur ma table basse j'ai une plaquette de chocolat. Et certaines vont me dire, mais attendez, moi si je laissais une plaquette comme ça à ma vue toute la journée, elle ne passerait pas l'après-midi. Ben en fait, non, cette plaquette, moi je sais que je me prends un petit carré de chocolat après le repas avec mon thé. Voilà. Mais c'est un carré. Et donc la plaquette, elle peut rester là, elle reste là toute la semaine, globalement, puisqu'il y a quoi? Il y a 10 carrés de chocolat dans une plaquette, donc ça me fait, mettons, 7 jours, ça me fait, bref, plus d'une plaquette par semaine. Mais je ne vais pas prendre un carré là tout de suite maintenant. Donc, moins on diabolise les aliments, moins on se prive de manger certains aliments, et plus on peut récupérer aussi une relation équilibrée avec, c'est-à-dire que moi, cette plaquette, elle est là. Je n'ai pas besoin de manger 3 carrés de chocolat et de me goinfrer, entre guillemets, par peur du manque. La plaquette, elle sera toujours là demain, elle sera toujours là après-demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment se dire, mais en fait, j'aurai toujours le droit de manger du chocolat. La plaquette, elle va nulle part. Je ne suis pas obligée de m'empiffrer ou d'en manger 10 comme ça parce que au cas où je suis privée. Et encore une fois, cette notion de régime, souvent, elle vous met dans ces états-là. Comme vous anticipez des privations, vous préférez vous bourrer des aliments que vous aimez avant en vous disant « ouais, mais attends, regarde, demain, j'aurai plus le droit, donc là, il faut vraiment que je me fasse plaisir. » Mais en fait, non, ça vient créer des rapports qui sont complètement déséquilibrés et mauvais avec la nourriture. Et ça m'amène sur le 4e point, qui est ce policier alimentaire, où justement, vous avez un peu comme une sorte de police interne qui vient vous dire « ça, c'est pas bien, ça, t'aurais pas dû, ça, c'est mal ». Et puis, souvent, la culpabilité qui arrive avec, si vous avez justement craqué sur la tablette de chocolat, je suis faible, je suis nulle, j'ai encore craqué, j'ai pas de volonté, j'ai pas de motivation, machin. Pourquoi s'auto-flageller en fait? C'est une forme de destruction de toujours avoir des pensées comme ça négatives autour de la nourriture. J'aurais pas dû, je suis faible, je suis qu'une grosse vache. Bon voilà, vous connaissez ça par cœur. C'est pas utile une fois qu'en plus on a mangé, de se mettre ce genre de pensée. Donc, ça peut être intéressant de vous challenger justement à voir comment vous pouvez reprogrammer ces pensées et les modifier. C'est-à-dire qu'au lieu de dire par exemple « je suis faible, j'ai craqué sur un gâteau », ça peut être « j'ai écouté mon envie et j'ai apprécié ce gâteau sans excès ». Vous étiez à un anniversaire, il y a un gâteau, on vous propose une part de gâteau, cette part-là, elle vous fait envie. Réellement, c'est pas je la mange par politesse, parce que ça, on l'a tous fait. On n'en avait pas vraiment envie, on l'a mangé quand même. Et c'est là souvent que la culpabilité, elle vient. Mais si cette part, elle vous fait réellement envie, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai connu une personne qui était intolérante au lactose. Et on revenait d'un trek dans le Sahara, donc c'est vrai qu'on avait eu quand même très très chaud. Et on se retrouvait dans le premier resto un peu classique après avoir passé une semaine dans le désert. Et elle avait une méga grosse envie de glace, quoi.
Tout en sachant que, voilà, en étant intolérante au lactose, forcément, elle risquait de le payer plus tard. Mais elle m'a dit non, je vais la manger, je vais la savourer. Et parce qu'elle m'aura fait tellement plaisir, en fait, mon corps va l'accepter. Et elle en était vraiment profondément convaincue. Elle se disait, mon corps va accepter la glace parce que j'en ai vraiment envie. Et bien, devinez quoi, elle a mangé sa glace. Et elle a eu aucun symptôme indésirable. Voilà. Alors, je ne vous dis pas si vous avez des allergies, des intolérances, voilà, de tenter l'expérience, mais c'est juste pour dire que pourquoi est-ce qu'on prend du poids aussi parfois? C'est certainement parce qu'on se rajoute une dose de culpabilité en plus des calories qu'on vient d'ingérer. Les calories, c'est des calories. Voilà, à partir du moment où vous êtes en léger déficit calorique, vous allez perdre du poids. Par contre, c'est tout ce poids émotionnel, psychologique que vous mettez par-dessus sur c'est pas bien, j'aurais pas dû manger ça, je vais pas y arriver, machin, qui vient en fait vous rajouter ces kilos émotionnels sur le dos. Et donc finalement, parfois, juste se dire, mais attends, ça m'a fait vachement envie. Voilà, ou même si votre délire c'est justement la pizza, le McDo, etc. Ok, une fois, je sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, tout dépend de la fréquence, de vos objectifs, de ce que vous pouvez manger à côté pour que ça reste sain et équilibré, mais c'est de dire, je me fais plaisir. Moi j'ai une cousine, son petit rituel c'est le dimanche soir dans son lit avec un McDo à emporter. Elle fait une taille 38. Voilà. Mais c'est parce que le reste de la semaine, elle mange voilà, sainement. Et puis parce que je pense sincèrement, ça lui fait réellement plaisir. C'est son kiff, c'est son plaisir, c'est son petit rituel du dimanche soir avant d'attaquer la semaine. Et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Ça ne fait pas d'elle une personne qui mange mal, ça ne fait pas d'elle une personne en surpoids, ça fait pas. Voilà. Donc, c'est ça l'alimentation intuitive en fait, c'est savoir aussi écouter et respecter ses envies. Et comprendre qu'en fait, parfois notre corps, il nous envoie des signaux. Justement, quand vous avez des envies, c'est aussi votre corps qui vous envoie des signaux sur ce dont il a besoin. Et moi, je le ressens parfois. Parfois, j'ai des envies de légumes parce que certainement, voilà, c'est mon transit qui m'appelle en me disant, oui, ce serait bien que tu manges un peu plus de fibres. Ou parfois, on peut avoir, je sais pas, une envie de viande rouge, peut-être parce que on a une petite carence en fer. Donc voilà, il faut savoir aussi écouter ce genre de signaux-là. La personne dont je vous parlais, elle avait une super envie de glace. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, c'est pas pour autant que du coup elle va dire c'est bon, c'est passé nickel, je vais manger des glaces tous les jours. C'est savoir se raisonner et simplement voilà, manger ces aliments pas tous les jours quand ça nous fait réellement envie. Et ça nous amène sur un autre point qui est hyper important, c'est vraiment la satisfaction de manger. Parce que bien souvent, et notamment les personnes qui sont en surpoids, il y a une forte tendance quand même à engloutir son plat. Donc souvent, on va manger vite, on va manger sans vraiment prendre le temps de mâcher, sans prendre le temps d'apprécier ce qu'on a dans son assiette. Si on est seul, souvent on mange devant la télé et donc finalement, on est absorbé par ce qu'on regarde, donc on ne fait même pas attention. Si on est avec des gens, c'est parfois voilà, la conversation, s'il y a des enfants à table, etc. Combien de mères de famille mangent froid leur assiette? Voilà, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et donc finalement, on est plus là pour manger rapidement que pour vraiment apprécier ce qu'on a. Une des grosses bases de l'alimentation intuitive, c'est vraiment ça. C'est la satisfaction de manger et c'est surtout prendre le temps d'être face à son assiette, se faire déjà des jolies assiettes qui donnent envie avec de la couleur, avec une jolie présentation. Prendre le temps de l'apprécier et puis prendre le temps de manger. Il y a une astuce, moi, que j'utilise pas tout le temps parce que je vous cache pas, c'est un petit peu contraignant, surtout quand on est quelqu'un qui mange vite. Mais c'est clair que c'est vraiment une super astuce quand vous voulez justement bien mâcher, ne pas manger trop vite, c'est reposer ses couverts entre chaque bouchée. Et croyez-moi, c'est très dur à faire. Mais voilà, ça force en fait je ne reprends mes couverts que quand j'ai vraiment avalé la bouchée que j'étais en train de mâcher. Et puis au-delà de ça, c'est un petit peu ce côté alimentation en pleine conscience, c'est-à-dire quand vous êtes en train de manger justement, au lieu d'être absorbé par la télé, au lieu d'être absorbé dans les conversations, c'est prendre le temps de, quelle saveur vous ressentez, la texture, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est fondant, enfin voilà.
un peu comme dans une méditation, c'est finalement essayer d'être aussi très au clair sur les textures, les saveurs. À nouveau, c'est peut-être pas quelque chose qui est faisable dans la vie de tous les jours, on est bien d'accord, à chaque repas. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à essayer de faire justement avec ces fameux aliments qui vous font très plaisir et très envie. Donc typiquement le carré de chocolat après le repas, et peut-être que ça va être difficile d'être en pleine conscience comme ça pendant tout son repas, mais par contre, ce petit carré qui va vous prendre 1-2 minutes maximum à déguster, peut-être que vous pouvez le faire durer, laisser fondre le chocolat sur votre langue, ressentir les saveurs, etc. Moi, typiquement, mon carré de chocolat, je le découpe en tout petits bouts. Donc en fait, je n'ai pas une bouchée, j'en ai 6 ou 7 dans ma façon de le manger. Donc ça permet de l'étaler en fait sur plusieurs bouchées et de le faire durer plus longtemps. Donc ça peut être une bonne astuce, en tout cas pour les aliments assez caloriques ou ceux justement que vous mangez mais qu'une fois de temps en temps, de vraiment prendre le temps de ressentir ce plaisir de manger. Ressentir votre satiété, ça c'est clair. Donc on disait tout à l'heure, il faut manger quand on a faim, oui, mais il faut aussi savoir s'arrêter quand on n'a plus faim. Ça, c'est encore un autre challenge et on est bien d'accord que c'est pas si simple. D'où l'intérêt parfois, déjà, d'une part, de se servir des petites portions. Comme ça, avant de me resservir, je me demande, est-ce que j'ai encore faim ? Moi, ce que je fais parfois, c'est que quand je suis plus très sûre, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai encore faim, est-ce que je pourrais manger autre chose ? Souvent, je me lève, je vais par exemple faire la vaisselle ou je vais me servir un verre d'eau. Enfin bref, je vais faire une petite tâche ménagère en plein milieu du repas. Et souvent, parfois, j'enchaîne avec mon thé et mon fameux carré de chocolat sans nécessairement m'être resservi parce que finalement, le fait de m'être mise en mouvement, d'avoir commencé à faire la vaisselle, à ranger ce que j'avais dérangé pour faire à manger, ça m'amène à me dire ouais non finalement ça va, je vais pas me resservir une assiette quoi. Donc s'interrompre parfois, c'est pas pendant le repas, mais c'est quand vous avez l'impression d'avoir déjà assez mangé mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir encore faim ou pas, s'interrompre, faire autre chose, ça peut permettre de réaliser, et parfois on a encore vraiment faim, et donc là dans ces cas-là il faut manger, mais si finalement vous dites non je peux passer à la suite, à mon dessert ou à mon thé, ma tisane, etc. ou au café, peu importe, parfois en fait on se rend compte qu'on peut s'arrêter là, on n'a pas besoin de manger plus. Savoir gérer ses émotions sans avoir recours à la nourriture, ça évidemment c'est important. On le disait tout à l'heure, parfois on n'a pas vraiment faim, on s'ennuie, on est stressé, etc. L'alimentation intuitive, c'est aussi bien sûr faire la paix avec ses émotions, savoir les identifier, savoir se dire attends, là non, j'ai envie de manger une pizza, mais c'est pas parce que j'ai envie de manger une pizza, c'est juste parce que j'ai une journée pourrie et que j'ai besoin de me réconforter avec de la nourriture. Sauf que, non, je ne vais pas le faire passer par une pizza, je vais le faire passer peut-être par autre chose. Aller faire une marche, faire une petite séance de yoga ou de méditation. Je peux le faire passer par rentrer et me faire couler un bain. Ça aussi, ça marche pour se déstresser. C'est pas obligé de passer par un plat hyper calorique et hyper salé. Respecter son corps, ça c'est aussi un point important de l'alimentation intuitive. Là, je tourne cet épisode pendant que je regarde les JO. Et il y a un truc qui me frappe énormément, c'est de voir la diversité des corps. Et ne serait-ce que dans une même discipline, par exemple, je regardais hier le basket féminin, et vous avez des femmes qui sont relativement petites pour leur sport et plutôt fines, et à côté de ça, vous avez des femmes, je pense, qui sont à 100 kilos. Pas seulement parce qu'elles sont grandes, mais aussi parce qu'effectivement, elles sont assez costauds, charpentées. Et en fait, je me dis, c'est assez fou parce que on se met tous en tête cette espèce de corps parfait qu'on nous vend partout, hein. Toutes les affiches, tous les réseaux sociaux. Le corps parfait, je n'ai pas besoin de vous le détailler, vous l'imaginez très bien toute seule. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des femmes qui doivent faire peut-être une trentaine d'heures de sport par semaine, qui ont des nutritionnistes, qui ont des gens qui les aident justement dans leur alimentation. Elles ont une alimentation sportive justement
pour avoir le bon carburant pour leurs pratiques sportives, pour bien nourrir leur corps, etc., etc., et qui sont en fait assez costauds. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais elles sont musclées, elles sont actives, et voilà. Et elles ont une morphologie de base qui fait qu'elles ne seront jamais une taille 36. Et elles pourront faire tout ce qu'elles veulent, elles vont s'affamer, elles vont faire 40 heures de cardio par semaine. Ça n'empêchera pas que, voilà, elles n'ont pas la morphologie pour, et c'est pas ce que leur corps leur demande. Et donc, je crois que plus vite on accepte cette réalité, quelle est sa morphologie type, mieux on se porte. Ça n'empêche pas de vouloir quand même perdre 10 kilos parce qu'on trouve qu'on est trop par rapport à sa morphologie naturelle. Par contre, je crois que plus vite on fait le deuil du corps qu'on n'aura jamais, et mieux c'est. Parce qu'en fait, on s'attache à un idéal, mais qui n'est pas accessible, qui est juste beaucoup trop loin et qui ne représente pas du tout le corps que l'on a. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de trouver des modèles de femmes qui nous ressemblent, ou en tout cas qui ont une morphologie proche de la nôtre, pour éventuellement, si on le souhaite, vouloir s'en rapprocher. Mais voilà, si toute votre vie vous avez été assez ronde, assez enrobée, etc., jamais de la vie vous ferez une taille 36 et c'est même pas la peine d'essayer d'atteindre cet idéal ou de regarder des mannequins hyper grands, hyper élancés si vous-même vous faites 1m53. Enfin voilà, il y a un moment, de toute façon, voilà, génétiquement il y a des choses, ça va pas marcher. Et de la même façon, là on parlait justement de sport, etc. Il y a l'alimentation intuitive, mais il y a aussi l'exercice intuitif. Et savoir comment on a envie de faire bouger son corps, c'est différent selon les personnes. Il y a des gens, ils adorent courir, il y a des gens, ils détestent ça. Il y a des gens, ils ont trouvé beaucoup de plaisir à faire du yoga, du pilates. Il y a des gens, ça les gonfle parce qu'ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de choses beaucoup plus dynamiques. Voilà, on vous dit il faut marcher, il faut marcher. Il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui vont préférer, je sais pas, faire des sports collectifs, enfin, peu importe. Mais voilà, découvrez, testez des choses, voyez comment votre corps aime bouger et essayez de pratiquer des activités par plaisir et pas uniquement parce que ouais mais il faut que je fasse du cardio parce que c'est ça qui fait brûler machin, ou non mais j'ai vu qu'en fait quand on est une femme il faut soulever des poids lourds parce que la masse musculaire c'est important. Tout ça est vrai, mais moi par exemple j'ai essayé, j'aime pas ça, lever des poids, machin, un truc, ça me gonfle. Voilà, donc c'est pas parce qu'il faut absolument le faire que je me sens obligée de le faire. Il y a d'autres moyens de se muscler, il y a d'autres moyens de mettre son corps en mouvement et il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. C'est vraiment la meilleure réponse, c'est celle qui vous correspond et c'est l'activité physique que vous aimez faire et donc que vous allez pouvoir faire régulièrement. Pas parce que vous vous sentez obligé, mais juste parce que vous y prenez plaisir. Voilà, tout simplement. Et puis, dernier point, et pas des moindres, c'est évidemment d'honorer sa santé. Le poids sur la balance, ok, voilà, bon, c'est bien. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'être en bonne santé. Est-ce que vous pouvez monter des escaliers sans être essoufflé? Est-ce que vous avez un bon transit? Est-ce que vous vous protégez de maladies cardiovasculaires grâce à votre alimentation? Finalement, c'est ça le socle. Ça doit être ça la base de ce que vous faites. C'est pas de rentrer dans une taille 36, c'est pas de passer sous la barre des 80 kg, c'est pas d'avoir 80 cm de tour de taille. C'est d'abord et avant toute chose d'être en bonne santé, de faire des choix qui soient sains, qui soient équilibrés pour vous. D'où tout le travail sur la santé mentale dont je vous parlais, ces pensées négatives, cette culpabilité, ça ne vous sert à rien. Vous torturer mentalement, vous dire que vous êtes nul, etc. Ça, c'est pareil, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour votre équilibre, votre bien-être. Et en fait, ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide à me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps, bien dans ma vie. Et plus vous allez aller vers ça, plus vous allez essayer de vraiment vous focaliser sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait envie. Plus ça va aller, plus ça va être simple. Voilà, donc ça c'est vraiment un enseignement hyper important de l'alimentation intuitive.
Les défis maintenant, maintenant qu'on a dit tout ça, et j'espère vraiment que ça vous a donné envie d'essayer. Je sais que vous vous dites oui, mais ça, machin, ça c'est trop compliqué, mais vraiment, voilà, essayez ça. Et je vous jure qu'une fois que vous aurez tenté ça, vous ne reviendrez plus jamais en arrière et vous ne pourrez plus jamais faire un régime de votre vie. Donc premier défi, c'est ça, hein, c'est vraiment désapprendre ces habitudes de régime. C'est surmonter la peur de manger des aliments qui étaient auparavant interdits. Donc par exemple, voilà, si on vous a toujours dit les glucides c'est pas bien, bah, remanger du pain, ah là là, ça peut faire peur. L'astuce c'est quoi? Ça peut être de déjà commencer par des petites portions. Observez vos sensations. Peut-être qu'effectivement, une fois que vous êtes habitué à manger sans glucides, vous allez avoir des ballonnements, vous n'allez pas vous sentir bien et donc vous allez estimer qu'effectivement, non, les glucides, ça ne vous réussit pas et donc il ne faut pas en manger. Mais peut-être que vous vous privez juste psychologiquement, que votre corps même vous réclamerait des glucides et que vous vous privez juste parce que vous estimez que ce n'est pas bon pour vous. Donc voilà, surmontez votre peur de manger ces fameux aliments interdits. Arrêtez de compter les calories. De la même manière qu'on dit qu'un nourrisson ne se laissera jamais mourir de faim, votre corps, il sait ce dont il a besoin pour carburer. Simplement, encore une fois, souvent, on ne l'écoute pas. On mange trop gras, etc. parce que on lit mal les étiquettes, parce qu'on pense que parfois on fait des choix sains, mais ils ne sont pas sains. Mais voilà, plus vous allez apprendre à écouter votre corps, votre faim, votre satiété, vos envies aussi vers des aliments bruts, non transformés, etc., moins vous aurez ce besoin et cette nécessité de compter les calories parce que tout simplement, votre corps saura justement intuitivement ce dont il a besoin. Donc voilà, mangez librement, ne craignez pas les prises de poids potentielles. Évidemment, au début, quand on passe sur ce registre d'alimentation intuitive, le poids sur la balance, il peut varier, hein, il peut effectivement monter à la hausse parce que c'est normal, hein, c'est comme toute période d'ajustement. Mais vraiment, faites confiance à votre corps et peut-être que vous allez aussi, en observant votre corps, vous rendre compte que voilà, il y a des moments de la journée dans lesquels vous avez plus faim que d'autres, moins faim que d'autres, et c'est comment justement on peut honorer ces besoins-là. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui finalement n'ont pas faim la journée et ont faim le soir. Alors, d'une part, effectivement, c'est bien de questionner ça. Qu'est-ce qui fait que le soir, et c'est souvent lié à des angoisses, notamment des angoisses de solitude, peur de la mort, de la maladie, etc. Mais donc ça peut être intéressant d'aller creuser ces aspects-là. Mais donc il y a certainement des angoisses qui remontent le soir. Et donc ça peut être de se dire, ok, pourquoi j'ai pas faim la journée, mais j'ai faim que le soir, voire pendant la nuit. Et de voir qu'est-ce que je peux faire le soir qui me fasse du bien, qui me fasse plaisir, sans avoir besoin de compenser par la nourriture déjà. Mettre en place des petits rituels du soir pour alléger ces angoisses et ces peurs. Et après, voilà, si on se rend compte que effectivement, on a vraiment très faim le soir et moins la journée, ça va être justement organiser son apport calorique pour se permettre justement que le gros des calories consommées soit effectivement au dîner et pas le matin. Est-ce que c'est si grave que ça? Pas forcément. Donc voilà, votre dépense. Parce qu'on dit souvent, il ne faut pas manger trop le soir parce qu'après on dort et donc on ne dépense pas les calories. Oui, mais si vous les avez dépensées, vos calories, pendant la journée, entre guillemets, sur un ventre vide, et que vous venez après faire votre apport calorique le soir, vous n'allez pas nécessairement stocker plus la nuit. Donc voilà, écartez-vous des idées reçues, écartez-vous de toutes ces grosses vérités qu'on vous balance sur le régime. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Votre corps, il a une sagesse en lui qui est millénaire. Ça fait des millions d'années que l'être humain survit. Et je peux vous dire que les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas avec eux un nutritionniste pour leur dire il faut manger ci, il faut manger ça. Non, ils bougeaient beaucoup, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, des produits effectivement non transformés et bruts, et ils n'avaient pas de problème d'obésité. Alors après, ils avaient d'autres problèmes, certes, notamment survivre à des prédateurs dangereux, mais en tout cas, je veux dire, l'homme et le corps humain sait ce dont il a besoin et sait se réguler et sait manger. Mais c'est simplement que malheureusement, on prend des mauvaises habitudes et on n'arrive plus à s'auto-réguler. Donc, dernier point, comment l'hypnose peut vous aider à ça? Par plein de manières différentes.
mais c'est vous aider par exemple à reconnecter votre corps et votre esprit, parce que bien souvent, en fait, voilà, on ne sait plus si on a faim, pas faim, etc. Ça peut être vous aider à gérer votre stress et vos émotions. Donc typiquement, si vous sentez qu'il y a vraiment des moments précis dans lesquels vous avez envie de manger ou des situations qui entraînent justement des boulimies alimentaires, etc., l'hypnose peut clairement vous aider à identifier ça déjà et puis à le réguler. Ça peut être aussi vous aider à améliorer votre image corporelle. Quand je disais tout à l'heure que parfois il faut faire le deuil d'une silhouette idéale et comprendre que par rapport à la manière dont notre génétique, notre morphologie, etc., voilà, on aura de toute façon une certaine forme de corps et qu'on ne pourra pas forcément plier son corps à ses désirs. L'hypnose peut évidemment vous aider à accepter ça. Voilà, accepter le corps que vous avez aujourd'hui et le corps que potentiellement vous pourrez avoir demain. C'est aussi bien sûr vous aider à augmenter vos signaux de faim et de satiété, en tout cas la reconnaissance de ces signaux, voire on peut aussi aller booster un peu le signal de satiété pour qu'il intervienne un petit peu plus tôt. Et puis c'est aussi vous aider à développer cette envie d'aliments sains et justement de reconnaître les signaux de votre corps, de quoi votre corps a envie, etc., etc. Et ça tombe bien parce que voilà, je fais un petit peu ma pub, mais effectivement, notre séance d'hypnose minceur Hypnosis est justement créée spécialement pour tous ces aspects-là, tout ce que je viens de vous lister. Donc la connexion corps-esprit, la gestion des émotions, du stress, avoir une meilleure image de soi, augmenter la sensation de satiété, augmenter l'envie d'aliments sains. Je vous invite à aller voir le lien qui est en description du podcast si vous aussi vous avez envie de booster tout ça grâce à une séance d'hypnose et vraiment vous mettre sur la bonne voie pour vous lancer dans cette démarche d'alimentation intuitive. Je vous invite sincèrement à le faire parce que vraiment, voilà, basculer de régime vers alimentation intuitive, je peux vous garantir que ça va changer votre vie. Ça va grandement améliorer votre rapport à la nourriture, à vous-même, à votre corps. Et surtout, vous allez être dans une démarche sur du long terme et ne plus être sur quelque chose de court-termiste. Je fais un régime, je m'arrête, je reprends un régime, je craque, machin. Non, il n'y a pas de je craque en alimentation intuitive. Il y a juste, voilà, je fais les meilleurs choix possibles pour moi, pour ma santé. C'est effectivement peut-être pas la méthode qui va vous permettre de perdre 30 kilos en 6 mois, ça c'est sûr. En même temps, j'aurais tendance à me méfier des méthodes qui vous proposent ça. Mais c'est la meilleure méthode pour que la nourriture cesse d'être une lutte constante. Parce que quand je vous lis, quand je vois ce que vous pouvez me partager comme expérience, je me dis mais c'est pas possible de vivre comme ça avec sans cesse justement une bataille contre vous-même, contre votre corps, contre vos envies, contre des pulsions, contre tel aliment il est mauvais, etc. Si vous avez envie d'être en paix, si vous avez envie juste de vivre normalement, que la nourriture ne soit pas une ennemie, que ce soit juste un carburant, comme je le disais tout à l'heure, l'alimentation intuitive, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la solution. Et à nouveau, voilà, on a une séance d'hypnose qui peut vous aider à vous mettre sur la voie de ça et bien sûr vous aider à déclencher aussi la perte de ces kilos émotionnels, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, il y a tous les contacts aussi dans la description. Donc vous pouvez bien évidemment nous contacter et puis on répondra à toutes vos questions. Je vous remercie, je vous dis à très vite et je vous envoie plein de courage.